Vidéo sur Stellantis, l'analyse d'une chute, on va tout aller voir, les conférences call, les rapports annuels, les voitures, les problèmes, évidemment les problèmes de PureTech, enfin bref, tout en fait. Vous allez voir que la vidéo, c'est une vidéo qui peut durer facilement 3 heures, mais bon, on va quand même condenser ça assez rapidement. Alors pareil. En fait, j'avais pour objectif de vraiment faire une énorme vidéo. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus en fait Stellantis est en train de s'effondrer. Donc je me suis dit, allez, là je vous fais la vidéo. Je ne l'ai pas totalement terminée, mais il y aura peut-être voilà, une partie 2. Alors je vais commencer directement par mes notes, en fait par voilà, les gros problèmes et ensuite on ira voir comment on est passé quand même là, il y a 6 mois, on est à peu près quand? Il y a 6 mois, tout allait bien dans le meilleur des mondes, à des procès avec les actionnaires, avec des voitures qui sont reprises par millions, avec des problèmes à n'en plus finir, avec des voitures qui se ressemblent toutes et avec surtout la cyclicité. En fait, vous ajoutez tout ça à le facteur qui est que l'automobile évidemment c'est super cyclique et là on est peut-être dans le début d'un cycle qui est en train de s'inverser. Je vous parle même pas, enfin si on va en parler, mais de la concurrence chinoise. Il y a quand même des mots dans le conference call qui sont pas mal à cet égard. Donc en fait, il faut savoir que dans les grandes lignes, là, ça, donc, c'est les notes du conference call qui est tombé là, le T2 de 2024, donc il y a quelques jours. Donc, la stratégie de Stellantis, ça va être réduction des coûts en essayant de mutualiser les châssis et moteurs, ce qui leur permet d'avoir des véhicules moins coûteux avec plus de marge. Le problème est évidemment que les voitures se ressemblent toutes. Là, voilà, je vous ai mis juste l'exemple pour commencer. Ok, voilà, par exemple, si je prends la nouvelle voiture, on va en parler, la Lancia Y, et si je la compare à une 2008, bon, on est à peu près, en fait, grosso modo, sur la même chose. C'est parce qu'ils réutilisent les châssis. On va voir également par exemple la nouvelle Jeep Avenger là, qui nous vendent. Bon, c'est pareil, en fait, c'est une Dacia Duster. Quoi. On est vraiment là-dessus, regardez. Voilà, on est là-dessus. Donc, je me mets. Ok, donc tout ça, c'est vraiment une mise en introduction là, de ce qui s'est passé, en fait, tous les problèmes qu'ils ont eu sur leurs différentes marques là, les 6 derniers mois. Donc, alors la stratégie, ils ont évidemment une stratégie premium pour augmenter les marges. On va y arriver. Hein, là, on va voir exactement. En fait, je trouve quand même que le conference call nous a donné énormément d'informations et surtout à la fin du conference call, ils étaient plutôt optimistes sur le futur, donc on va aller voir ce que ça donne. Là, c'est vrai que j'ai un ton assez négatif parce que je trouve ça dingue en fait d'avoir autant de problèmes et surtout en fait les problèmes là, tous ces problèmes là, finalement quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est parce que ils ont vraiment privilégié comment dire, ils ont privilégié les actionnaires aux consommateurs. Et le problème, c'est que si vous allez être là sur du court terme, il n'y a pas de problème, c'est ok, parce qu'en fait, ils vont faire des restructurations, ils vont aller gratter chaque centime au niveau du SMICAR, excusez-moi des termes, qui bossent dans l'usine, pour mettre des dividendes aux actionnaires. Le problème, c'est que sur du long terme, ça se répercute avec des voitures de merde, avec des problèmes de partout. Et donc, en fait, sur du long terme, l'actionnaire, il va pas être bon, parce que voilà ce qui se passe. Il y a le cours en bourse qui s'effondre totalement. Donc effectivement là-dessus il y a eu un problème que l'on va évidemment aborder. Donc je commence par l'Alfa Romeo. Alors là c'est plus anecdote hein. En fait voilà, ils ont sorti l'Alfa Junior qui devait s'appeler l'Alfa Milano. Le problème c'est que le gouvernement indien en fait il interdit d'appeler de mettre un nom de Italie, excusez-moi, le gouvernement italien interdit donc aux marques d'utiliser des noms italiens si le produit n'est pas fabriqué en Italie, et ils produisent évidemment leurs voitures en Pologne. Et donc en fait pourquoi je me dis c'est une anecdote, parce que Stellantis en fait elle a fait tout le communiqué, tout l'annonce, etc., toutes les pubs avec ce nom, avec Al-Alfa Milano, et 24 heures plus tard, l'Italie les appelle. Ils ont dû tout annuler et changer le nom en moins de 48 heures. Donc ça veut dire en fait les équipes n'étaient même pas au courant de ce problème de branding pour les voitures qui n'étaient pas construites en Italie. Mais bon, c'est un détail. Donc on rentre un peu plus dans les choses qui fâchent. L'Alfa, donc Giulietta, rappel pour des ceintures de sécurité. Vous allez voir que c'est un énorme problème. Pareil, Chrysler, on a un rappel de 70 000 véhicules. Vous allez voir que c'est rien. Là par exemple Citroën C3, on a un problème d'airbag Takata. Alors c'est sur toutes les voitures quasiment, comme encore une fois, eh bien, ils réutilisent les mêmes châssis, moteurs, etc. Finalement, quand il y a un problème, quasiment toutes les marques l'ont également. Donc moteur PureTech, alors pareil, en fait c'est très simple, il y a en 2 lignes, de l'essence finit par se retrouver dans l'huile, et le mélange essence plus huile flingue la courroie puis le moteur en moins de 50 000 km. Je vous ai mis ici une vidéo, allez la voir, c'est vraiment, elle fait 15 minutes et vous allez vraiment tout comprendre sur ce problème de moteur PureTech. Et vous voyez par exemple pour ce moteur, en fait Stellantis est allé jusqu'à faire des procès pour gagner, en fait, en gros pour se débrouiller que ça soit les consommateurs, les propriétaires des voitures
en fait, qui ne se fassent pas dédommager parce que Stellantis disait que c'était à cause des consommateurs, à cause de l'usage des consommateurs qui fait qu'ils ont flingué leur moteur. Alors que non, c'est juste un moteur de merde en fait. Mais en fait, c'est plein de détails comme ça qui fait que eh bien, ça va être très difficile pour Stellantis de remonter la pente puisque là, c'est vraiment problème d'une part voilà, de fiabilité, de confiance aux consommateurs et c'est très dur une fois que vous avez une mauvaise image de marque de remonter la pente. C'est très très dur. Et quand je vous ai dit que justement, ils ont privilégié les actionnaires, mais on voit bien que sur du court terme, parce qu'à long terme, eh bien, si tu pénalises le consommateur, ton entreprise sur du long terme, elle va pas aller bien. Et bien en fait, comme par hasard, on s'aperçoit que justement, il y a 6 mois, quand les résultats étaient en record, etc., eh bien, le PDG, le CEO de Stellantis, a reçu en fait des dividendes records, donc il s'est gavé. Donc en fait, ce qu'il a pris comme dividende, il est tranquille sur 3 générations. Donc il s'en fout là, le PDG maintenant. Si dans les 2, 3, 10, 20 prochaines années, la boîte elle fait faillite, il a déjà pris ses 50 millions de mecs. Bon, j'étais un petit peu optimiste, c'est pas 50, c'est 36 millions. Mais en fait, c'est même pas une somme qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas eu comment dire, en fait, aux États-Unis, par exemple, Elon Musk, etc. Là, on parle carrément milliards, mais avec des conditions, avec des si. C'est-à-dire que, ok, si jamais pendant plus de 5 ans, tu as réussi à nous faire du plus 20% par an, effectivement, on te donne X. Là, le mec, c'est juste qu'en fait, sur une année, avec un ou deux cycles, il a propulsé Stellantis en rationalisant tous les coûts, en augmentant les marges et les bénéfices nets. Donc voilà, moteur PureTech, c'est bon. Dodge, bon, pareil, en fait, Dodge, il y a des airbags Takata, plus rappel de 50 000 véhicules à cause d'un capteur pneu qui capte mal. Bon, ça, c'est pas très très grave, mais bon, c'est que des détails comme ça. Pareil, Dodge, les ventes, elles sont comme ça parce qu'en fait, ils sont passés d'un V8 à un V6 et précisément, tout le monde voulait une Dodge uniquement pour le V8. Donc là, c'est un énorme problème de compréhension du consommateur. Les DS, en fait, ça coûte très cher. Airbag Takata, moteur PureTech et problème de surchauffe de batterie hybride, c'est quand même déjà pas mal. En plus, il y a eu plein de problèmes en fait parce que tout est arrivé en même temps, c'est-à-dire que toutes les DS ont été flinguées en même temps et les concessions étaient pleines et donc il y a des histoires d'horreur de personnes qui sont retrouvées pendant plus de 3 semaines sans voiture, etc. Fiat, donc les Fiat 500e et 600e, toutes électriques, se vendent tellement mal que l'usine principale en Italie s'est retrouvé en chômage technique. Vous allez voir que c'est quand même un problème parce que là, ce trimestre, on se retrouve avec 1,2 milliard de charges en restructuration dans le compte de résultats qui nous diminue le bénéfice net, effectivement, pour tous les plans de restructuration. Jeep, voilà, rappel pour les senseurs de sécurité. La Jeep Avengers, je vous l'ai montré, un copier-coller de la Dacia Duster, mais vendu plus cher. Et enfin, Maserati, pareil, il n'y a eu aucun engouement, ça ne se vend pas. Pareil, là, on a 350 millions de pertes dans le compte des résultats à cause de Maserati. En fait, la gamme haut de gamme, full électrique, ne se vend pas bien. Les gens qui ont des thunes préfèrent payer un malus et rouler en V8, V10, V12. C'est aussi simple que ça. Donc l'électrique, c'est vrai que ça passe pas trop bien. Et enfin, Opel, il y a tous les problèmes précédents plus la chute des ventes. Ok, donc là c'est très simple, ce qu'on vient de voir en 7 minutes, c'est uniquement voilà, les problèmes des marques de Stellantis, c'est-à-dire c'est pas fiable, il y a des problèmes d'airbag, il y a des problèmes de ceinture de sécurité, il y a des rappels de voiture, il y a des problèmes de moteur, il y a des problèmes, là je suis en train de voir, voilà, de vente, de non-compréhension du client, etc., etc. Et maintenant, on va tout simplement aller voir rapidement la perte des parts de marché. On va aller voir également le fait qu'ils vendent moins de voitures légèrement moins chères. On va aller voir dans les différentes régions du monde. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas non plus super intéressant. On va surtout en fait s'intéresser sur les conférences calls et sur comment, qu'est-ce qu'ils proposent pour remonter la pente. Ok, c'est parti. Donc 2023, ils ont vendu 3 300 000 véhicules. En 2024, ils en ont vendu que 2,9 millions. Donc voilà, ça s'est répercuté par évidemment un chiffre d'affaires qui est passé à 98 milliards sur du 85 milliards et donc un earning per share qui s'est effondré totalement. Donc ici je vous ai mis le compte de résultats avec un peu plus de détails. Donc on a vraiment le revenu comme vous pouvez voir qui s'est effondré. On a donc le cost of revenu, donc là c'est vraiment les coûts directs en lien avec ce chiffre d'affaires qui ont quand même pas mal diminué, hein. C'est-à-dire que voilà, ils auraient pu quand même, on aurait pu avoir pire, on va dire ça comme ça. SGA, bon voilà, classique. Ça on va le voir que donc c'est les charges de restructuration liées à la fermeture. Donc je crois que c'est ici, voilà, c'est ici comme vous pouvez le voir. Donc ça correspond vraiment en fait à la réduction de plans d'effectifs en Europe, parce qu'en fait évidemment quand vous mettez quelqu'un au chômage, etc., il faut tout lui payer, ça coûte une fortune et donc ça leur coûte là 1,2 milliard avec tous les plans de licenciement, etc. C'est quand même pas mal, hein, voilà, ici bon tout simplement en fait c'est l'operating income
par segment, effectivement, ça a baissé dans tous les segments. On est passé de 14 milliards en fait en 2023 à 8,4 en 2024, donc une baisse de 50%. Là-dessus, il y a pas de surprise. Niveau du profit, du bénéfice net, voilà, on est passé de 10 milliards à 5,6 milliards. Là encore, c'est pas super intéressant, ça, parce que encore une fois, là, ce qui va vraiment être intéressant sur Stellantis, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, parce que là, on a bien vu que c'était pas bon du tout, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place encore une fois pour changer ça. Donc concrètement, voilà, il y a 1,2 milliard pour les restructurations. Il y a 400 millions d'impairment pour Maserati. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, au bilan, vous avez des actifs et des passifs. Aux actifs, vous avez tout ce qui est usine, etc. Et vous avez également ce qu'on appelle de l'incorporel, du branding. Et là, c'est exactement les marques. Combien vaut la marque Maserati? Ok, les usines de Maserati, ça vaut un prix, mais il y a également la marque de Maserati. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'incorporel. Comment on fait pour valoriser un actif incorporel? Il y a plein de méthodes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'actif incorporel qui était valorisé au bilan, donc à l'actif, eh bien, ils l'ont, excusez-moi, diminué parce que, eh bien, Maserati est de moins en moins, la marque Maserati perd de la valeur, donc ça se répercute par une diminution en impairment, tout simplement. Donc, alors ici, en Chine, Inde, Asie-Pacifique, on est carrément sur une fin du monde, hein, on est sur du moins 64%, c'est vraiment énorme, hein, voilà, on a vraiment, en 2023, on était à 90 000, là, on est à 32 000, donc c'est vraiment c'est vraiment un coup dur, a été principalement dû vraiment à des conditions de marché qui ont été vraiment qui les ont vraiment challengés très très dur avec une augmentation de la compétition, excusez-moi, finalement des marques chinoises. Dans le conference call, il y a eu énormément là-dessus de passages, donc ça va être top. Et enfin, pour terminer, pareil, Maserati, du moins 57%. Je vous ai même pas parlé là, enfin, ils ont vraiment également des baisses de parts de marché, évidemment, parce que Stellantis s'effondre, mais plus que ses concurrents directs. En fait, il est là un petit peu le problème. Donc maintenant, on va se mettre directement sur le conf call. Ok, donc là, ce qu'on vient de voir, c'est effectivement les problèmes de Stellantis. Il y a énormément de problèmes, on les a vus ensemble. Maintenant, on va aller voir du côté donc voilà du conference call, comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont concrètement mettre en place pour régler tous ces problèmes qui sont quand même nombreux. Donc, je vais commencer directement. Voilà, par Carlos. Alors, ça, c'est le conference call, encore une fois, tout ça, d'accord, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment, voilà, je suis allé sur le conference call et je voulais tout simplement traduit en français. Je vous ai sélectionné, excusez-moi, les passages. Hop, excusez-moi, petit problème. Donc voilà, le CEO, Carlos, voilà ce qu'il nous dit, comment il justifie ce qu'on vient de voir ensemble. Ce qui s'est passé dans le H1 est une convergence de 3 facteurs, ok, 3 facteurs qui va nous expliquer, qui va nous partager. Premièrement, nous étions dans une dynamique de dépenses en R&D et de capex et de fusion et acquisition qui s'avéraient trop élevés. Donc premier problème, première erreur, ils ont surinvesti, ils ont fait trop de fusion-acquisition, ils ont fait trop de capex, donc de réinvestissement et trop de R&D. Et voilà, là, ils sont en train de corriger le tir. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'ils ont fait face à des flux opérationnels qui étaient totalement internes à Stellantis. On l'a vu ensemble, restructuration, etc., Maserati, toutes ces choses-là. Et pareil, ils sont en train de le corriger. Et enfin, troisièmement, certaines de nos tactiques de marketing, notamment sur le marché américain, n'ont pas donné les résultats escomptés. Voilà, on l'a vu ensemble Dodge, il y a également Chrysler, il y a carrément je vous l'ai mis là. On a le petit-fils de Chrysler, ok, en fait, qui a dit à Stellantis, ok, vous faites tellement n'importe quoi avec ma marque que là, vous me faites honte et je vous propose de la racheter. Bon, Stellantis a refusé, mais voilà, c'est pour vous donner vraiment une idée de la perception de Stellantis aux États-Unis. C'est pas trop bon. En fait, c'est vraiment, ils ont eu, je pense, voilà, c'est vrai que le marché Europe n'a rien à voir avec le marché des États-Unis. Là-bas, les mecs sont vraiment patriotiques à fond. Et d'ailleurs, on va le voir dans le conference call. Oui, par exemple ici, Jeep, il a été récompensé comme la marque la plus patriotique pour la 23e année consécutive. Donc il faut vraiment bien timer ça dans le marché américain. Alors je vais directement me mettre finalement ici par ce qui est positif. Voilà, par exemple, ils nous disent que la Peugeot 3008 est maintenant en vente et ils ont pas moins de 36 000 commandes en ce moment. Mais encore une fois, relativiser parce que on a vu qu'on parle de 3 millions de véhicules vendus par an chez Stellantis. Donc voilà, bon, 36 000 commandes, c'est pas ouf. Et je dirais même qu'ils ont eu des problèmes de commandes parce que les créances clients, je vais vous expliquer ce que c'est, sont en baisse. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu moins de commandes de prévues en matière générale. Mais bon, voilà, ils vous disent que c'est un succès sur les deux versions qui sont rentables. Donc ça, voilà, ça c'est bon.
Le rebond de la marque Lancia en tant que marque haut de gamme est maintenant vraiment en cours avec le lancement de la Lancia Y que vous avez déjà vu. Donc voilà, je vous l'ai montré, c'est la, voilà, c'est la marque qui ressemble quand même fortement, comme vous pouvez voir. Donc c'est celle-ci. Mais bon, voilà, encore une fois, elle a le même châssis que celle-ci, donc ça y ressemble quand même forcément dans les grandes lignes. Pareil, là ici, la troisième voiture, la Citroën, qui vont lancer en juin en commençant par le marché indien, ça va peut-être nous mettre des parts de marché qui vont revenir en Inde. Parce que là, vous l'avez vu, c'est le pire endroit. L'Inde, c'est vraiment la croissance de Stellantis en Inde, les parts de marché. Là-bas, ils ont perdu énormément de parts de marché. Voilà, on l'a vu à l'instant, le déclin en Chine et en Inde, en Asie-Pacifique, est vraiment dû à des volumes faibles, donc à des ventes faibles, à des ventes inférieures aux années précédentes. Ok. Et donc voilà ce qu'il nous dit que bah voilà, tout simplement, j'espère que avec cette Citroën ça va relancer. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que pareil, la nouvelle Citroën C3, ils nous vendent le truc. Là, ils ont réussi à faire donc une voiture 100% électrique à 23 000 euros, et donc à partir de 20 000 euros. Et selon lui, ça démontre vraiment qu'ils peuvent être rentables et abordables tout en étant un véhicule donc zéro émission. Et là, en fait, ils nous disent que la conclusion de ça, c'est que bah, finalement, selon lui, c'est la démonstration que qui peuvent combattre contre leurs concurrents chinois. Et voilà, ils rajoutent également qu'ils ont l'Alfa Romeo Junior très réussi. Alors moi, la question que je vous pose ici, c'est moi qui l'ai rajouté. Pourquoi aller sur une entreprise sans réel mode qui doit se battre constamment avec la concurrence? Regardez ce qu'il est écrit ici pour justifier la baisse de leur marge et également la baisse de région en région. Là, ce qu'on vient de voir finalement ici, là on a vu l'Asie, enfin là on a vu la Chine, il y a également en baisse en Europe et en Nord-Amérique. Donc là justement, pour justifier ça, il commence par dire que en fait c'est la convergence parfaite de plusieurs vents contraires dans un marché hautement concurrentiel. En tant qu'actionnaire, on ne veut pas se retrouver actionnaire d'une entreprise qui est dans un marché hautement concurrentiel, puisque nos marges ne vont faire que diminuer. Parce que s'il y a de la concurrence dans votre secteur, forcément les marges, en fait, tous les acteurs du secteur vont se battre pour survivre et pour baisser au maximum les prix, au maximum la rentabilité, pour tout juste pouvoir survivre, d'accord? Et donc là, ils disent que je voudrais vous commenter donc les régions, voilà, bon, bref, nord-américaines, comme vous le voyez, nous avons perdu. Alors ça, c'est la marge, en fait, ça c'est la marge, c'est la grosse margine et avant, d'accord, la dépréciation. Donc bon, c'est pas très intéressant, mais il faut savoir en gros la grosse margine, elle est en baisse de 11%. Et donc là ils disent par exemple, voilà, ici, voici donc, alors donc là, ça on va le noter, donc les marges sont en baisse de 11% dans la région nord-américaine. Maintenant on va aller voir donc eh bien, les actions auxquelles ils vont mettre en place dès maintenant, dès les prochaines semaines. Donc là, tout de suite, en ce moment, avec notre équipe nord-américaine. Donc voilà, pour résoudre le problème d'inventaire en Amérique du Nord, que nous reconnaissons pleinement et que nous allons résoudre comme notre priorité numéro 1 à l'avenir. Donc là, leur priorité numéro 1 dans l'Amérique du Nord, c'est vraiment ce problème d'inventaire. Et en Europe, là, on est sous la forte pression de l'offensive chinoise. Donc là, en fait, vous voyez, je le remets ici, la forte pression de l'offensive chinoise, effectivement. Les constructeurs chinois, ils rigolent zéro. Eux, ils n'ont pas de problème de, enfin comment dire, ils sont quand même très très forts pour réduire encore plus les coûts. Donc un marché très concurrentiel, encore une fois, vous voyez, sous la pression des constructeurs automobiles chinois, mais non seulement face à un ralentissement de la demande des voitures électriques, qui bien sûr rend l'entreprise encore plus difficile. En fait, il y a vraiment donc le côté secteur concurrentiel, le côté secteur cyclique qui là est en train de se replier. Voilà, je mets ça comme ça. Et le côté, comme on l'a vu également, que des conneries en interne sur le management, sur leur stratégie. Ils l'ont dit eux-mêmes, leur stratégie aux États-Unis n'est pas bonne. Et comme ils le disent, c'est donc une combinaison parfaite de clients hésitants sur la décision d'achat de véhicules électriques et l'arrivée d'une très forte offensive chinoise. Je pourrais le mettre, hein, le nombre de fois où il a mis offensive chinois et concurrence chinois dans le conference call est quand même incroyable. Ça a dû ressortir peut-être 10 fois. Et la conclusion, c'est que en Europe, la marge est non pas de 11 comme elle l'est en Amérique du Nord, mais elle est descendue à 6,9, ce qui est très très faible. Ok, donc là, il y a le CFO. Donc le CFO, c'est le directeur financier. Je vais donc commencer par les expéditions consolidées qui ont diminué de 10%. Alors voilà, tout ça, on l'a vu ensemble. Hein, voilà, on l'a vu ensemble. Donc ça, c'est bon. Laissez-moi maintenant me concentrer sur le flux de trésorerie disponible. Je sais que c'est un sujet brûlant aujourd'hui et certainement pour moi la mesure de performance la plus décevante de la première moitié. Effectivement, il y a un négatif de 400 millions d'euros. Le free cash flow de Stellantis est négatif de 400 millions d'euros sur cette deuxième moitié, sur
sur cette publication de résultats. Donc pourquoi? Tout d'abord, il y a eu une augmentation de près de 2 milliards de nos dépenses d'investissement. Alors je veux quand même que vous prêtiez attention à ces chiffres. Donc ok, là on parle de 2 milliards. Rappelez-vous, on parle d'un plan de restructuration de 1,2 milliard donc au compte de résultats. On parle également, enfin excusez-moi, on parle également de 380 millions pour Maserati. Ok, d'accord, donc on parle en millions et là au pire de 2 milliards. Parce que je vais le mettre en perspective avec le dividende qu'ils ont versé, vous allez voir que c'est complètement, c'est une folie d'avoir versé un dividende aussi important. Donc finalement, ces 2 milliards, ils sont dus parce que bah voilà, ils ont lancé énormément de nouveaux produits, ils ont également investi dans une co-entreprise de fabrication de batteries, voilà, ça a joué un gros rôle dans la dépense. Et deuxièmement, au niveau du besoin de fonds de roulement, je vais le mettre directement ici si c'est disponible. Working capital, voilà, bon, on s'est tapé à moins 4 milliards quoi, donc c'est quand même assez violent. Donc effectivement, si on n'avait pas ce problème de besoin de fonds de roulement, on n'aurait pas eu un free cash flow négatif comme on a eu. Alors là d'ailleurs ils mettent 800 millions. Vous voyez, TradingView parfois c'est pas, enfin moi je fais quand même confiance aux conférences call, hein. Je fais pas confiance à TradingView pour les moins 800 millions. Faut voir ce qu'ils ont fait passer dedans. Mais tout ce que je veux dire c'est que justement vous allez voir que la finalité dans le conférence call c'est qu'ils disent que ok, avec ça finalement le besoin de fonds de roulement dans les années qui vont venir sera pas autant négatif que ça et donc on n'aura pas un free cash flow qui sera négatif comme ça. Ok, bon, je vais quand même me remettre ici très rapidement pour détailler le problème du besoin de fonds de roulement. En fait vous voyez on a quand même un négatif donc de 5 milliards. C'est parce que on a vu vraiment leur priorité numéro 1 c'était l'inventaire aux US. Pourquoi? Parce que regardez l'inventaire en fait il explose. On a un inventaire qui est passé de 17 milliards à 21 milliards, donc 4 milliards de plus, ce qui est vraiment énorme. Alors en fait pourquoi je vous dis que, enfin pourquoi en comptabilité il y a une corrélation négative entre l'inventaire et le besoin de fonds de roulement. En fait si l'inventaire il augmente, d'accord, par exemple de 4 milliards, le besoin de fonds de roulement, d'accord, eh bien va diminuer le free cash flow finalement de 4 milliards dans le bout du bout. Et en fait c'est parce que il faut savoir que si jamais, imaginons on a le cas de figure inverse, c'est-à-dire qu'on a un inventaire par exemple de 20 milliards qui passe à 17 milliards. Voilà, plutôt on a un inventaire de 21 milliards qui passe à 17 milliards. L'inverse. En fait, ça veut dire que l'entreprise, elle a écoulé 4 milliards d'inventaire. L'entreprise, elle a écoulé les stocks. Et il faut savoir que là, les stocks, ils sont correctement évalués. D'accord? C'est réévalué constamment. Ça veut dire que l'entreprise, elle a vendu pour 4 milliards. Donc, quand l'inventaire baisse de 4 milliards, ça se répercute par une augmentation de 4 milliards parce qu'il y a des ventes qui ont augmenté de 4 milliards. Et quand l'entreprise, l'inventaire, excusez-moi, il augmente là comme il l'a fait de 4 milliards, eh bien, ça veut dire en fait que tout simplement Stellantis, eh bien, elle a dû trouver 4 milliards quelque part, d'accord? L'inventaire, les 4 milliards de plus, ils se sont pas, ça a pas comme ça, comment dire, ça s'est pas ajouté là par magie, d'accord? Il y a 4 milliards de stock en plus, et 4 milliards, il faut les trouver quelque part. Donc, ou bien on a financé cet inventaire avec de la dette, avec de la dette, mais dans un premier temps avec du cash. C'est peut-être qu'ils ont fait là, c'est pour ça que le cash est passé de 50 milliards à 48 milliards. Ou alors, on a acheté l'inventaire finalement avec, avec de la dette. Ici, hop, de la dette fournisseur. Donc c'est ici account payable, il y en a également la dette fournisseur qui a augmenté, mais dans tous les cas ça se répercute avec, comme vous pouvez le voir, hop, je vais working capital, avec un inventaire qui a diminué de 4,39 milliards, parce qu'effectivement si vous faites, hop, ici inventaire court terme, vous voyez, si vous faites 21,41 moins 17,36, ça fait donc 4 milliards. Et là, on voit bien qu'effectivement, l'inventaire ici, eh bien, on a un négatif de 4,39. Alors voilà, après, encore une fois, avec TradingView, etc., il y a des choses il y a certainement un inventaire d'un mois près, etc., qui a pas été comptabilisé. Mais voilà, alors ici, on n'a pas les datas pour ouais, non, si, c'est bon. Mais si jamais la priorité numéro 1 qu'ils ont, à savoir l'inventaire, ils réussissent, et même ils réussissent finalement à faire comme ce qu'a fait Tesla, d'avoir un inventaire qui est passé de 12 milliards à 13 milliards, eh bien, on aurait effectivement le besoin de fonds de roulement de l'année là qui va arriver, donc de tout 2024, en fait, qui sera, il n'y aura pas moins 4 milliards. Donc, ça ferait vraiment un free cash flow qui serait vraiment conséquent. Et donc, voilà, c'est pour ça, encore une fois, qu'ils se focalisent sur ce point-là. Donc, alors maintenant, justement, examinons les rendements du capital pour la période, enfin, le rendement des actionnaires. C'est quelque chose où, si vous regardez nos activités, nous avons retourné des dividendes de 5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont sorti 5 milliards d'euros avec tous les problèmes. Les dividendes sont ici, vous voyez, un dividende de 4,21, encore une fois, plus un rachat d'actions de 1,34.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, ils ont vraiment sorti 4 milliards de dividendes en 2021, 3 milliards en 2022, 4 milliards en 2023. Et là, maintenant, ils sont en train de mettre dans le conférence call qu'ils ont des problèmes avec excusez-moi, un free cash flow de moins 400 millions, que finalement les 400, enfin, que les 380 millions de restructuration pour Maserati les impactent, alors qu'ils ont sorti de l'entreprise 4 milliards pour les actionnaires. Donc le dividende était clairement de trop. Quand on voit qu'ils ont versé quasiment autant de dividendes que de capex, c'est-à-dire qu'ils ont versé la même somme qu'ils ont mis en réinvestissement pour, voilà, encore une fois, comme on l'a vu, les catalogues de sortie, l'investissement dans la co-entreprise de batterie, etc. Ils ont versé quasiment la même somme en dividendes. C'est beaucoup trop. Une entreprise comme Stellantis ne devrait pas verser autant de dividendes. Mais bon, voilà, maintenant, justement, au niveau du positif, évidemment, on a affaire à une boîte qui a une dette nette de moins 19 milliards, qui a comment ça s'appelle, un cash de 50 milliards, mais voilà, Tesla aussi, hein. Tesla, écoutez, Tesla, vous voyez, on a une dette nette, on a une même meilleure santé financière chez Tesla que chez Stellantis. Je me remets sur le conference call, ils ont fini le conference call de manière très positive. Nous croyons que nous livrerons et sommes confiants d'un résultat positif pour toute l'année de la seconde moitié. Donc bon, voilà, le free cash flow de la seconde moitié là, qui va arriver va être positif, selon eux. Mais nous devons également assurer une bonne normalisation du fonds de roulement. Donc ça, c'est leur priorité numéro 1 aux US pour ce fonds de roulement. Et pour ce qui est du CAPEX, vous verrez dans la seconde moitié une réduction par rapport à la première moitié d'au moins 1 milliard d'euros. Donc mettre tout cela ensemble est quelque chose qui, selon nous, nous met en place pour un flux de trésorerie industriel positif significatif au second trimestre et une position plus forte pour l'année entière. Et encore une fois, je réitère, là on voit que voilà, là ils nous vendent le tout quoi, on va diminuer d'1 milliard le réinvestissement alors qu'ils nous ont sorti un dividende de 5 milliards sur la période. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu le décalage de trucs. Et encore une fois, le dividende, c'est vraiment du cash de cramé, quoi. C'est vraiment votre entreprise, elle fait un virement CEPA à la moyenne des actionnaires de 5 milliards, quoi. C'est vraiment du cash qui sort, qui est brûlé par l'entreprise, le dividende. Donc c'est pour ça que là-dessus, mettre un dividende aussi énorme et dans le même temps aller chercher de millions en millions pour restructurer, aller baisser le salaire des employés pour économiser des clopinettes et après aller mettre des dividendes de 5 milliards, c'est vrai que de ce côté-là, avec en plus tous les problèmes que je vous ai cités ici, on a effectivement le problème de Stellantis, c'est je pense surtout la perception du client qu'a de Stellantis, parce que je pense qu'effectivement voilà, on a vu ça, une montagne de cash au bilan, un retour sur investissement qui est pas si dégueulasse que ça, et bon voilà, quand même énormément de marques bien diversifiées, etc. Mais je pense que vraiment le problème, ça soit qu'il y a une mauvaise image de marque et qu'en fait les consommateurs se mettent à ne plus, arrêtent d'acheter tout simplement des voitures, des marques Stellantis avec tous ces problèmes là. Et c'est ça le plus gros problème pour moi. Et en plus de ça, voilà, c'est la concurrence en fait de ce secteur-là, et c'est ce secteur qui est cyclique. C'est pour ça que moi, pour ceux qui me suivent, je n'ai jamais, j'ai toujours été négatif sur Stellantis, non pas pour l'entreprise en elle-même, mais pour vraiment le secteur qui est hautement concurrentiel. Et c'est vrai que je faisais déjà des lives avec Félix, ça devait être ici, et tout le monde nous disait ouais, Stellantis c'est sous-évalué, etc. Et effectivement, en fait, ici c'était certainement sous-évalué, comme ça l'est maintenant, avec la montagne de cash, etc., avec tout ce qu'il y a. Mais c'est que c'est un truc super cyclique, et moi, franchement, je suis incapable de prévoir les cycles des marchés, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'ici, c'était un délire, hein, ça avait $27. Mais regarde, si je vous mets par exemple. Vous voyez par exemple Mercedes, bon alors je sais c'est pas pareil encore une fois, mais bon on se tape quand même des baisses de moins 78%. Ici c'est pareil, on passe de $78 à $19 quoi, donc ça serait l'équivalent sur Stellantis. Encore une fois je mets des pincettes, mais vous voyez, ça serait l'équivalent du Stellantis sur les $7 quoi, sur les 7 euros, excusez-moi. Bon tout à fait, moi ça me choquerait même pas, on a vraiment des écarts vraiment énormes. Donc voilà pour Stellantis, encore une fois moi le problème qui me gêne c'est vraiment l'entreprise et encore une fois le management. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils changent leur image de marque, et là je pense que ça va vraiment pas être facile. J'avais vu si vous allez sur internet pas mal de vous voyez par exemple ce genre de vidéo, voilà les commentaires à peu près, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un consensus au niveau de Stellantis, voilà que c'est une marque de merde en fait, qui respecte pas le consommateur et qui verse des dividendes de 5 milliards et qui rémunère le PDG, le PDG encore une fois c'est 36 milliards, pour vous donner une idée, Bernard Arnault il est payé 8 milliards, il a pris 8 milliards sur l'année, le PDG Stellantis il en a pris 36 et il a fait un taf de merde. Donc en fait c'est plus ça le problème encore une fois. Mais bon là après voilà c'est même pas un autre débat, mais je pense que c'est vraiment ça le problème. Et pour ceux qui sont sur Stellantis, d'après ce que j'ai compris, la plupart des personnes sont rentrées là. Donc voilà, j'ai même pas trop d'avis là-dessus. Là, en fait, moi, encore une fois, je suis pas actionnaire. Je ne serai jamais actionnaire, je pense, de ce genre d'entreprise. C'est même certainement sûr. Je préfère des entreprises qui ont vraiment un moat, encore une fois, un avantage concurrentiel durable, des marges élevées. Voilà, vraiment une position dominante dans leur secteur, que ce soit un moat au niveau voilà, des logiciels, un moat au niveau de Tesla. À un moment donné, le moat, c'était leur méga usine, la rationalisation des coûts.
excusez-moi, qui leur ont permis de baisser vraiment le prix des usines, des modèles, excusez-moi. De mon côté, je vais quand même sortir la vidéo que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire en fait j'avais prévu de faire comme ce que j'avais fait il y a déjà maintenant un an sur Realty Income, et en fait aller reprendre en fait les conférences call depuis ici, vous voyez, depuis 2022. Donc voilà, pas mal de 2 ans et demi de conférences call, et en fait noter à chaque fois l'évolution et les points forts, et voir comment on a eu un switch aussi important et aussi rapide, comment on est passé quand même, mais moi ça m'étonne, comment on est passé encore une fois d'une situation où tout allait bien dans le meilleur des mondes, avec carrément voilà, des actionnaires qui font des procès au patron de Stellantis pour mensonge tout simplement, pour fraude, dissimulation, excusez-moi, de la réalité auprès des actionnaires selon les... Excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais en grand écran. Donc ouais, je disais, il y a plein d'actionnaires en fait qui ont porté plainte contre le CEO, contre Carlos, parce que selon eux, en fait, ils savaient très bien ce qu'il allait arriver. Et dans tout, là ici, il était hypé à fond sur les conférences calls, etc. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, alors qu'en fait, selon pas mal de personnes, c'était entre guillemets prévisible en interne. Enfin bon, on n'en saura jamais la couleur, je pense. Et puis c'est une minorité d'actionnaires. Et sinon, globalement, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pour ça que le marché, bon, il a en fait, regardez, on est juste revenu sur les niveaux de 2023. En 2023, quand on regarde globalement, on avait à peu près les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, hein. Regardez, on avait un bénéfice net, voilà, bon, ça charge, bon, c'était à peu près pareil, hein, on a un bénéfice net de 17 milliards. Donc bon, globalement, on voit bien que voilà, le marché price que Stellantis peut totalement s'en sortir. Mais en fait, je pense que le marché price plutôt la correction de l'excès complet qu'on a eu en fait, qu'on a eu ici, quoi. Même Goro Focus nous disait qu'on était mais complètement surévalué sur ces niveaux-là, quoi. C'était vraiment un truc d'excès. Voilà, ça a corrigé, ça a bien corrigé, je pense. Et puis c'est le problème encore une fois, voilà, de tous les consommateurs qu'on vient de voir ensemble, avec tous les problèmes récurrents des voitures et leur stratégie d'avoir, au lieu d'avoir dit ok, on est désolé, effectivement, les moteurs sont pas bons, là ils ont dit non, c'est de votre faute, c'est vous qui avez mal entretenu votre moteur et vous allez payer pour la révision. C'est vrai que là-dessus ils ont pas été très stratégiques. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Surtout n'oubliez pas, pareil, j'ai lancé mon school hier, on est déjà plus de 138, magnifique. Vous avez dessus encore une fois, voilà, des cours options, bourse et dividendes. Vous avez le lien en description. Pour l'instant c'est 100% gratuit, et puis nous on se retrouve pour la partie 2 de Stellantis. Là j'ai vraiment fait la vidéo super rapidement. Je me suis aperçu en fait que Stellantis était en baisse de moins 4%. Je me suis dit ok, je fais la vidéo. Le problème c'est que je l'ai commencé super tard à 17h, les 18h26. Donc bon, il commence à faire nuit. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci et bonne soirée.